Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être là ce matin. On va commencer avec ce micro, on verra si on en prend d'autres durant la rencontre. Alors tromper le lecteur, brouiller les pistes, multiplier les voix ou les descriptions pour préciser le discours ou enrichir un récit, voilà quelques-unes des armes dont peut se munir un écrivain. Le roman et son double, jeu littéraire et stratégie narrative, c'est donc le thème de la rencontre de ce matin avec 3 auteurs, 2 Espagnols et un Portugais. Fernando Aramburu, merci d'être avec nous. Avec Anne Land, vous proposez un récit qui se double d'un autre récit qui, lui, ne semble pas écrit puisque ce sont les notes de l'auteur qui se forment un discours parallèle à votre récit. Isaac Rosa, encore un fichu roman sur la guerre d'Espagne. C'est votre texte qui est passé à la moulinette par un lecteur particulièrement critique et qui ajoute donc des commentaires à chaque chapitre pour compléter, pour contredire ou même parfois pour saluer ce que vous dites dans vos pages. Et puis notre troisième invité, José Luis Pesoto, votre roman, Livro, prend beaucoup de liberté formelle, lui aussi. Alors ce sont de simples dates ou des indications de lieu en tête de chapitres ou de paragraphes et qui posent de façon très sèche mais particulièrement efficace chaque situation. Le terme de stratégie m'a paru particulièrement intéressant dans l'intitulé de cette rencontre. Est-ce qu'un écrivain est un stratège ? Peut-être que je peux poser cette première question à Fernando Aramburu. Un écrivain est-il un stratège ? Sí, buenos días. Hablamos de novela, ¿verdad? Las novelas tienen diversos componentes, pero hay uno que es principal y que es inevitable y que es idéntico para todos. Le roman a plusieurs composants, mais il y en a un composant qui est inévitable et qui est commun à tous. Y es que al final ofrecemos un texto. Nous offrons un texte. Por tanto, las cuestiones que tengan que ver con el texto son fundamentales, nos gusten o no. Et les questions que pose le texte sont fondamentales. Y además considero que la parte artística de las novelas se centra fundamentalmente en la creación del texto. Et je pense que la partie artistique du texte se fonde sur la création. Entonces, aunque yo sé que mi trabajo consiste en algo más que en juntar palabras, el texto, o sea, la escritura para mí es muy importante y le presto mucha atención. Et c'est plus que associer des mots, et pour moi l'écriture est très importante et j'y porte beaucoup d'attention. Entonces hay una estrategia que yo prefiero llamar recetas. Donc il y a une stratégie que moi je préfère appeler recette. Y sin las cuales no empiezo el trabajo. Et sans lesquelles je ne commence pas à travailler. Y son, resumidamente, yo necesito un motivo que me dé episodios. Et j'ai besoin d'une motivation qui va dérouler les épisodes. Necesito una perspectiva, es decir, necesito quienes me cuenten la historia. Et j'ai besoin de perspective, qui c'est qui va raconter l'histoire. Pongo mucho interés en que quienes me cuenten la historia, los narradores, transmitan una personalidad propia al texto. Et pour moi, les narrateurs du texte doivent donner quelque chose de leur personnalité au texte. Elijo un registro literario o lingüístico específico. Et un fil conducteur linguistique et narratif spécifique. Que puede cambiar de unas novelas a otras. Qui peut changer d'un roman à l'autre. Y por último, elijo los personajes principales. Et enfin, des personnages principaux. Con esa estrategia empiezo el trabajo. Et avec cette stratégie, je commence à travailler. Alors ça, c'est votre recette, comme vous dites. Et José Luis, est-ce que vous aussi, quand vous devez aborder un thème, vous pensez d'abord à la forme et à la façon dont vous allez découper votre récit, ou c'est avant tout l'histoire qui prime, le propos en lui-même? Bonjour, bom dia. Vou falar em português. Il va parler en portugais. A forma e o conteúdo de um texto
só podem ser distinguidos por preguiça analítica. La forme et le contenu d'un texte ne peut être confondu que par paresse analytique. Porque a forma não existe sem o conteúdo e o conteúdo não existe sem ter uma forma. Car la forme n'existe pas sans le contenu et le contenu n'existe pas sans une forme. A tentativa de ter uma consciência das dimensões e das características dessas duas vertentes são uma tarefa essencial para quem escreve um texto. La tentative d'avoir une conscience, c'est ça, de ces deux formes, c'est essentiel pour quelqu'un qui veut construire un texte. Na natureza da escrita existe sempre a organização. Dans la nature de l'écriture, il y a toujours l'organisation. Há sempre aquilo que nós escolhemos dizer em primeiro lugar, aquilo que dizemos a seguir e com que terminamos. Il y a toujours ce qu'on a choisi de dire en premier lieu, et ensuite, et la fin. Essa ordem é muito determinante para aquilo que estamos a dizer de facto. L'ordre est très déterminante par rapport à ce qu'on veut dire, en fait. O texto é uma representação de elementos que existem no mundo com outras formas. Le texte est une représentation de choses qui existent dans le monde, mais avec d'autres formes. Nós transformamos esses elementos num corpo de palavras. Et nous transformons ces éléments dans un corps de mots, dans un ensemble de mots. Ao fazer isso, é necessário tentar ter uma ideia acerca das proporções, dos diversos elementos que constituem o texto. Il faut avoir une idée des proportions des éléments qui constituent le texte. E da forma mais eficaz de os sugerir através das palavras. Et de la forme la plus efficace de les suggérer à travers les mots. Fazer isso é moldar com palavras uma maquete do mundo. Et à travers ça, construire une maquette du monde. Isaac Rosari, est-ce que vous aussi, vous attachez autant d'importance dès le départ, dès la formation, dès la genèse de votre récit, à la forme? On va parler évidemment encore un fichu roman sur la guerre d'Espagne tout à l'heure, puisqu'il y a une découpe qui est particulièrement évidente même dans la mise en page de votre roman. Est-ce que vous attachez vous-même autant d'importance dans ce détail de préparation qu'ont pu évoquer Juan Luis et Fernando? Bueno, bonjour à tous. En mi caso, si hablamos de esta novela, de otra maldita novela sobre la guerra civil. Donc en ce qui concerne ce roman précis, encore un fichu roman. Lo que hay es un intento por hacer visible al autor. J'essaie de rendre l'auteur visible. Que creo que es además lo que tienen en común los tres libros de los que estamos hablando aquí. Libro de Peixoto, Años lentos de Aramburu y otra maldita novela sobre la guerra civil, que en los tres libros está presente, o está visible a ojos del lector el autor. Donc c'est une caractéristique commune aux trois romans des trois auteurs qui sont ici, c'est-à-dire de rendre l'auteur visible pour le lecteur. Yo no sé en su caso cuáles son el propósito, cuáles son las intenciones, pero en mi caso había por un lado una reflexión de fondo que tiene que ver con la literatura sobre la guerra civil. Donc je ne sais pas quel était le but des deux autres auteurs, mais en ce qui me concerne, j'avais en tête une réflexion sur la guerre civile. Pero también una reflexión, que es la que nos interesa hoy aquí, que tiene que ver con el proceso de escritura, pero también, y para mí más importante, el proceso de lectura. Mais aussi une réflexion à la fois sur le processus d'écriture et celui de lecture. Parece que es una novela sobre cómo se escribe una novela, pero en realidad es un libro sobre cómo se lee o cómo leemos una novela. Donc à première vue, c'est un roman sur la façon dont on écrit un roman, et en fait, c'est un roman sur la façon dont on lit un roman.
Y cuando leemos, los lectores solemos olvidar que está el autor al otro lado del libro. Por eso insisto en esa visibilidad del autor en estos libros. Et donc j'insiste sur la visibilité de l'auteur dans ces livres parce que souvent on oublie que l'auteur est de l'autre côté du livre. Parte del pacto, del acuerdo por el que uno lee un libro consiste muchas veces en olvidarse del autor, ¿no? En tomar el texto como algo que existe por sí mismo. Alors une partie du pacte quand on lit un livre consiste à oublier justement qu'il y a un auteur derrière. En mi caso, el introducir a ese lector crítico, que es el autor en realidad, es como poner un cartel luminoso que dice peligro, autor. Alors pour moi, introduire le lecteur critique qui est en fait l'auteur, c'est un peu comme mettre une enseigne lumineuse. Attention, l'auteur est là. Una forma de recordarle al lector que al otro lado del libro siempre hay un autor que ha decidido contarle la historia así. Donc c'est une façon de rappeler au lecteur que derrière le livre, il y a toujours un auteur qui a décidé de raconter l'histoire de telle ou telle façon. Que al otro lado del libro hay un autor que toma decisiones estéticas, pero que acaban siendo decisiones éticas o que tienen consecuencias éticas. Donc il y a un auteur qui prend des décisions esthétiques, mais qui sont également des décisions éthiques. Y que es un autor, además, que tiene sus propios intereses y su propia ideología también. Donc c'est un auteur qui a ses propres intérêts, sa propre idéologie également. Y si eso es importante siempre a la hora de leer un libro, tener en cuenta que existe ese autor, en el caso de un libro sobre la guerra civil en este caso, pero también de muchos otros temas históricos o actuales, creo que es especialmente importante no olvidar que hay un autor ahí. Donc, si de façon générale, c'est toujours important de penser à l'auteur, mais là, en ce qui concerne ce livre sur la guerre civile, c'est d'autant plus important. Est-ce qu'on peut, Isaac Rosat, dire aussi que cette responsabilité de l'auteur est directement liée au thème, puisque dans encore un fichu roman, ce lecteur critique pour le coup l'auteur premier, si je puis dire, parce qu'il prend des libertés où il est peut-être un peu léger quand il aborde la guerre. La critique est liée à la légèreté du premier auteur. Sí, en mi caso además hay un ejercicio de autocrítica a la que fue mi primera novela, ¿no? O sea, Oui, dans mon cas, il s'agit d'un exercice d'autocritique par rapport à mon premier roman. Bueno, para quienes no conocéis el libro del que hablamos, yo lo que hago es coger la que fue mi primera novela que publiqué con 20 años. Donc là, dans ce roman, encore un fichu roman, je prends un roman que j'ai écrit il y a 20 ans. Que era una novela sobre la guerra civil, sobre el franquismo, sobre la transición. Qui était un roman sur la guerre civile, la transition. Y que era una novela muy ambiciosa, como toda novela de juventud. Le franquisme, et qui était un roman très ambitieux, comme tout roman de jeunesse. Pero también una novela fallida, como prácticamente todas las novelas de juventud. Mais aussi un roman raté, comme pratiquement tous les romans de jeunesse. Entonces, el autor, en el que yo me he convertido años después. Donc l'auteur que je suis devenu des années plus tard. Vuelve a leer ese texto y se da cuenta de que ya no es suyo, que es otro autor, ¿no? Que era aquel que era de joven. Il relit ce texte et il s'aperçoit qu'il ne lui appartient plus, qu'il n'est plus aujourd'hui celui qu'il était 20 ans auparavant. Y entonces cojo mi primera novela y le meto un lector, que soy yo evidentemente, que va subrayando, tachando, anotando, riéndose a veces de lo que escribió aquel joven. Et donc je prends un auteur qui en fait est moi et qui va souligner et qui souligne, qui enlève des choses. Para en el fondo hacer también una crítica de cierta literatura sobre la guerra civil que en efecto ha tratado con ligereza aquel periodo. Ça me permet de faire une critique de la littérature sur la guerre civile qui a pu traiter le sujet avec une certaine légèreté. Alors c'est là où on a... Oui, Fernando. Quiero intervenir antes que Isaac diga todo lo que yo podría decir aquí. Je veux intervenir avant qu'il dise tout ce que je pourrais dire après. Quizá puedo añadir un poco, aparte de suscribir todo lo que ha dicho. On peut peut-être partir de tout ce qu'il a dit. A mí me gustan mucho las normas, los preceptos, las prohibiciones. J'aime beaucoup les normes, les préceptes, les interdictions. En literatura. En littérature. Para poder romperlas. Pour pouvoir les briser. Y un dogma que ha estado vigente durante mucho tiempo es que el autor no debe estar presente en una narración, porque eso rompe la ilusión narrativa, dicen.
Un auteur ne doit pas être présent dans la narration parce que sinon ça rompt l'illusion narrative du roman. Entonces yo decidí exactamente romper esa norma e introducirme en el relato, pero incluso con mi propio nombre. Donc j'ai décidé de briser ces normes et de m'introduire dans la narration avec mon propre nom. Y con el estilo con el que yo escribo mis comunicaciones privadas. Et avec le style que j'ai utilisé, c'est devenu une communication privée. Y me río de mí, me río de mi novela que estoy escribiendo. Je me moque de moi, je me moque de la nouvelle que je suis en train d'écrire, du roman que je suis en train d'écrire. Pero teniendo en cuenta todo el tiempo dos cuestiones. Una, que de todos modos voy a contar la historia. Mais toujours en prenant en compte deux questions. La première, c'est que je vais raconter l'histoire. Y que estoy determinando la lectura de la posible persona que vaya a leer mi novela. Et que je suis en train de déterminer la lecture de la personne qui va lire mon roman. Normalmente cuando vemos una película en el cine, esto me recuerda a un cine, por cierto, el espectador está sentado y ve la película completa en la pantalla. Quand on est au cinéma, le spectateur est en face de l'écran, il voit le film entier. A mí se me ocurrió que en mi novela, en lugar de ponerle al posible lector la película en la pantalla, lo llevo al lugar de rodaje y ve no solamente la película, sino los descansos y las cámaras y todos los entresijos del trabajo. Et pour moi, le lecteur n'est pas juste en face de l'écran, mais il va plus loin, il voit les caméras, toutes les structures qui sont mises en place derrière. Y digo esto antes de que Isaac lo diga y me deje enseñar argumentos. Je voulais le dire avant qu'Isaac le dise, je vous laisse un peu. Mais justement, je rebondis sur ce que vous dites, Fernando. Le fait de mettre un écran, ce qui serait l'écran du truc de l'écrivain, est-ce que ça n'amoindrit pas votre propos, le récit que vous souhaitiez écrire? No reduce en absoluto el propósito, si es que he entendido bien. Yo sé que al final voy a ofrecer una novela, pero yo me impongo ir por caminos que no sean convencionales. Yo no puedo estar 3 años haciendo lo de siempre, lo que hace todo el mundo. Esto no es un estímulo suficiente para mí. Y yo me impongo dificultades, me impongo retos, me impongo novedades en el trabajo. Ça ne réduit pas le propos parce que ça m'impose des contraintes et c'est aussi ce qui impulse mon travail et qui me pousse. Eh bien, je vais proposer à Fabienne Bargelli de lire un extrait du roman de Fernando Aramburu, Année lente. C'est le chapitre « À la recherche d'un gendre ». Je n'ai pas été témoin de tous les faits que je vais vous raconter dans ce fragment de souvenir. J'ai simplement eu vent de certains d'entre eux, en entendant plus tard ma tante et mon oncle en parler, car, comme vous le savez, ils ne se sont jamais souciés de ma présence pour discuter de leurs affaires personnelles. Il n'y a pas très longtemps, ma mère m'a fourni de nouveaux détails. Ma tante Marie Puy l'avait toujours tenue au courant de ses déboires. J'ai l'impression que ma mère, sans sortir de son village, connaissait mieux que moi la vie intime de ma tante, de mon oncle et de leurs enfants. Généreuse comme elle l'est, elle a accepté de me dévoiler de nombreux secrets lorsque je lui ai garanti que l'écrivain à qui je désirais les révéler rendrait méconnaissables les personnes concernées et changerait leur nom. Pour plus de sécurité, elle m'a demandé de vous persuader de situer l'histoire à Bilbao ou dans une autre ville qui ne soit pas Saint-Sébastien. Enfin, je vous écris cela avant d'entrer en matière pour que vous me fassiez confiance, monsieur Aramburu, car rien de ce qui suit n'est inventé, même si la vérité a sans doute peu d'importance lorsqu'il s'agit d'écriture romanesque. C'est pour cette raison, et à cause d'autres petites choses qui n'ont rien à voir avec ça, que moi, qui ai lu tant de livres scientifiques dans la spécialité qui est la mienne, je n'apprécie pas vraiment la littérature. Mais vous êtes déjà au courant. Comme je vous l'ai précisé plus haut,
Les multiples essais pour empêcher la nature d'accomplir son œuvre dans le ventre de ma cousine n'aboutirent jamais au résultat attendu. Une fois Don Vittoriano au courant des mauvais draps dans lesquels s'était fourré Marie Nieves, il fallut mettre un terme à de nouvelles tentatives. Ma tante Marie Puy ne sut cacher la chose au curé, et elle s'en repentit ensuite, pressentant très justement qu'il ne laisserait pas échapper l'occasion de s'immiscer dans des vies privées et une intimité qui ne le regardait pas. Nous passâmes les fêtes de Noël en faisant des têtes de 6 pieds de long, sans conversation et sans joie aucune, et à la veille du Nouvel An, ma mère vint de Saint-Sébastien pour manger les 12 grains de raisin qui avaient un goût d'inquiétante tristesse. Elle m'apporta le cadeau des rois mages et passa la plupart de son temps dans un mano à mano larmoyant avec sa sœur, tout en l'aidant à nettoyer l'appartement à fond. Après la visite de ma mère, les quelques doutes que ma tante Marie Puy conservait encore sur le bien fondé de retrouver le fécondateur de sa fille s'évanouirent. Elle avait juré devant le globe de la Vierge qu'elle allait conduire Fissa le malin et l'idiote devant l'autel le plus proche, d'abord pour que cette canaille subvienne aux conséquences pécuniaires qu'avait entraîné sa concupiscence, ensuite pour pallier autant que faire se peut la honte d'un petit-fils qui allait naître hors convention sociale et religieuse de l'époque. Vous devez vous douter qu'elle parlait de tout cela avec des mots différents et propres à sa modeste condition. Je me souviens que parfois elle était seule dans la cuisine, occupée à des travaux domestiques, et que depuis la salle à manger, je l'entendais murmurer « Quelle honte !» Nous emballions des savonnettes tous les deux, en silence, et soudain, elle ne pouvait se retenir de dire tout haut ce qu'elle était en train de penser. « Je suis morte de honte !» À cette époque, elle ne parlait pratiquement jamais à sa fille, mais ne parvenant pas à se contenir, elle lui disait quelquefois, avec une géniarde et soudaine amertume, « C'est ta faute si je ne sors plus de la maison. » Une fois, j'étais en train de dîner en compagnie de mon oncle et de son cousin, et pendant que nous mangions la soupe, chacun le regard fixé sur son assiette, les bruyants reproches de ma tante à sa fille nous parvinrent depuis la chambre de celle-ci, et nous perçûmes même le son si particulier qu'émettent les visages humains, surtout ceux qui sont bien rebondis, lorsqu'on les gifle. Début 1969, ma tante et mon oncle ne savaient toujours pas à qui attribuer la paternité du futur membre de la famille. Et ma tante Marie Puy continuait à vociférer et à menacer, ou bien, secouée par de soudains assauts d'émotion, proposait des tractations avec une voix doucereuse, faisait des promesses et sollicitait des miracles en dirigeant ses yeux vers le plafond, sans que Marie Nieves, retranchée dans son éternel mutisme dépité, fatiguée d'entendre sa mère la traiter de pute, daigne prononcer le nom qu'on lui réclamait. Tout le monde pensait, y compris moi, qu'elle se taisait par obstination, et puis nous finîmes par comprendre que c'était tout simplement parce qu'elle ne connaissait pas la réponse. Merci pour cet extrait qui nous montre donc les quelques indications que reçoit Fernando Aramburu lorsqu'il écrit son roman. Une question pour José Luis sur la façon dont vous avez abordé votre sujet dans Livro. Vous parlez, vous, de l'émigration portugaise donc en France dans les années 60. Le fait de découper certains chapitres, parfois simplement avec une date, pour suivre la chronologie de votre héros, de votre personnage principal, selon vous, c'est pour vous aider vous-même ou c'est pour aider le lecteur dans la compréhension de l'histoire? Eu identifico-me bastante com o que foi dito pelo Isaac e pelo Fernando. Donc, il s'identifie beaucoup avec les deux autres, ce qui a été dit par les deux autres auteurs présents. Porque, efetivamente, o autor é elemento do texto, mesmo quando ele surge, quando ele se tenta camuflar. Car l'auteur est un élément du texte, même quand il essaye de se cacher. A nossa leitura
é diferente consoante a informação que nós tenhamos do autor. Car notre lecture est différente en fonction des informations que nous avons sur l'auteur. Mesmo que essa informação seja muito vaga e imprecisa. Même si cette information est très vague et imprécise. Eu acredito que se forem ler o meu romance, tendo olhado aqui para a minha cara, vão lê-lo de uma forma diferente. Je suis sûr que si vous allez lire mon roman, une fois que vous avez vu mon visage ici, vous le lirez différemment. Saberem que o autor tem tatuagens e piercings e é português faz com que seja uma leitura bastante diferente do que se soubessem que foi um inglês no século XIX. Le fait d'avoir des tatouages et des piercings fait de moi quelqu'un de différent d'un anglais du 19e siècle. Excusez-moi, je suis un peu interprété là. A razão para eu estar aqui nesta mesa acho que é muito evidente e foi realmente sintetizada pelo Isaac. Isaac a bien synthétisé les idées. A razão para eu estar aqui nesta mesa. La raison pour être ici. Ma raison pour être ici, pardon. O meu romance, que se chama Livro, e que aqui chama-se Livro, mas em Portugal chama-se Livro. Mon roman qui ici s'appelle Livre, mais qu'au Portugal en fait s'appelle Livre. Hein, non. C'est le contraire. Non. Le roman a le même titre. Il s'appelle voilà. Livre, mais ici les gens disent Livro. Mais c'est le même titre. Mais en Portugal, livre veut dire livre. Certo? Ah oui, il y a le jeu de mots entre libre de liberté et... Non, c'est livre de livre. J'ai pas compris. Excusez-moi. Un livre, un roman, c'est un livre. Oui, voilà. Et en Portugal, le roman s'appelle livre. Waouh, ça c'est difficile, hein? Bien. Diz-me em português, Então, o romance chama-se Livro. Livro, sim. Livro. Mas aqui chama-se livro, que em francês não é nenhuma palavra. Oui, c'est ça. Au Portugal, le titre du roman, c'est Livro, c'est-à-dire libre, un livre. Mais en français, on a gardé le même titre, en portugais, qui ne veut rien dire en français. Mais em português, é título muito ambicioso. Mais en portugais, ça devient très ambitieux d'appeler son propre roman un livre. Oui. Porque este romance tem aspecto, para lá dessa questão das datas. Ce roman, pardon. Este romance tem aspecto que é fundamental para lá dessa questão das datas. Excusez-moi, là je suis un peu perdu. Donc ce roman a en effet une importance au-delà des dates. Mas é preciso lê-lo até ao fim. Mais il faut le lire jusqu'à la fin. Porque nas últimas páginas, car dans les dernières pages, existe uma revelação que vai transformar toda a leitura que se fez até aí. Car à la toute fin, il y a des révélations qui vont transformer toute la lecture précédente. E vai fazer com que o leitor interrogue tudo aquilo que leu. Il va imposer au lecteur de s'interroger sur tout ce qu'il vient de lire. Porque até aquele momento ele acreditou em tudo. Car jusqu'à ce moment-là, il a cru tout ce qui était écrit. Mas depois ele percebe que existia autor e que esse autor trazia muita diferença à forma como ele deveria ter lido aquelas palavras. Car il découvre qu'il y avait un auteur et que cet auteur apportait beaucoup de différence à la façon dont il aurait dû lire ces mots. E esse autor partilha muito comigo. Et cet auteur partage beaucoup de choses avec moi. O livro, ele tenta falar sobre a imigração dos portugueses para a França. Dans le livre, il essaie de parler de l'immigration des Portugais vers la France. Que é assunto muito importante em Portugal, porque entre 1960 e 1974, 1,5 milhão de portugueses emigrou para a França. Car c'est très important au Portugal. Entre 1960 et 1974, il y a eu 1,5 million de personnes qui ont émigré vers la France. E isso significa 15% de toda a população do país. Et c'est 15% de toute la population du pays. Escolher tema
como a guerra civil, ou como a imigração para a França, ou seja qual tema for, pressupõe sempre depois uma abordagem estética, porque essas são as regras de escrever um romance. Aborder des thèmes aussi forts que l'immigration, la guerre civile ou d'autres implique une esthétique, car c'est là les règles de l'écriture d'un roman. Porque, como eu disse, não pode existir tema sem a sua forma. Nós podemos não ter consciência dela, mas ela existe sempre. Car il n'y a pas de thème sans forme. Et nous pouvons ne pas être conscients de cette forme, mais elle existe toujours. E portanto, essa é a situação. Este livro, em relação às datas, há um aspecto muito interessante, que é: eu nasci em setembro de 1974. Il y a une chose assez intéressante par rapport aux dates dans ce roman, excusez-moi, c'est que je suis né en septembre 1974. Em abril de 1974 foi a Revolução dos Cravos. Et la révolution des œillets qui a mené la démocratie est arrivée le 25 avril de la même année, en 74. Em Portugal, toda a gente sabe onde é que estava no dia 25 de abril de 74. Au Portugal, tout le monde sait où il était le 25 avril 1974. E eu também. Et moi aussi. E este livro, ele fala de um período que eu não vivi. Et ce livre parle d'une période que je n'ai pas vécue. Quase no final do romance, há uma crítica que é feita ao próprio romance. Presque à la fin du roman, il y a une critique qui est faite au roman lui-même. Em que se coloca a questão de se alguém que não viveu essa experiência pode falar sobre ela. Où je questionne le fait de si quelqu'un qui n'a pas vécu cette expérience a le droit d'en parler. E isso é justamente trazer o narrador para o centro e ao mesmo tempo questionar também todo o texto e toda aquela troca que está ali a ser feita, né? Toda aquela relação. Et ceci, c'est amener le lecteur au centre du propos et questionner, mettre en question, donc se poser des questions sur le texte lui-même et sur ce qui est autour du texte. Sí, yo quería comentar o coger una pieza que ha puesto sobre la mesa Peixoto, ¿no? Y que creo que es central en lo que estamos hablando hoy en los tres libros. Donc je voulais commenter un point comme une pièce que Peixoto a mise sur la table, une chose commune aux trois. Que es el lector, ¿no? La figura del lector, la presencia del lector y el ejercicio de lectura. Donc c'est la figure du lecteur, la présence de la lecture. Porque al final visibilizar al autor como hacemos los tres y invitar al lector a pasar al taller del escritor y enseñarle las decisiones que ha ido tomando el autor. Parce que en fait exposer l'auteur devant le lecteur, expliquer la position qu'il a pu prendre. Es una forma de situar al lector frente al propio ejercicio de lectura, ¿no? C'est une façon de mettre le lecteur en face de l'exercice même de la lecture. Es una forma de hacerle consciente de su propia posición como lector y de la manera en que solemos leer. C'est une façon de lui faire prendre conscience de sa propre position de lecteur et de la façon de lire. De nuestros propios defectos como lectores o de nuestras propias de cómo nos dejamos llevar muchas veces como lectores a la hora de leer una novela. Nous faire prendre conscience de nos propres défauts de nuestras propias debilidades como lector, ¿no? En tant que lecteur, de nos propres faiblesses plutôt. Por ejemplo, el hecho de que los lectores de ficción, los lectores de novela,
tendemos a confiar mucho en el texto y en el autor, tendemos a ser muy crédulos. Parce qu'en fait, le lecteur de fiction est très crédule, il a tendance à croire tout ce qu'il lit. Y tendemos a ser también, los lectores, digo, muy acomodaticios, ¿no? Nos acomodamos siempre ante el texto que estamos leyendo, buscamos la postura más cómoda desde la que leerlo. Et en fait, le lecteur est très accommodant. Y al final, el que el autor aparezca en el texto es una forma de sacudir al lector y hacerle incómoda la lectura también. Et donc, en fait, le fait de faire apparaître l'auteur dans le texte, c'est une façon de rendre la lecture moins confortable pour le lecteur. Y recordarle que él también tiene una parte de responsabilidad como lector en lo que va a hacer con ese libro. Et de lui rappeler sa part de responsabilité en tant que lecteur. En mi caso, al escribir precisamente, igual que le ocurría a Peixoto con la emigración portuguesa, al escribir sobre la guerra civil española. Et donc pour moi, quand j'ai écrit sur la guerre civile espagnole, de même que quand Peixoto a écrit sur la révolution, l'émigration, pardon. Intento, digamos que hacer que el lector abra los ojos ante lo que está leyendo. Donc j'essaie d'ouvrir les yeux du lecteur sur ce qu'il est en train de lire. Para que los mantenga abiertos en posteriores libros, no solamente en mi libro, para que siga leyendo con los ojos abiertos en adelante. Et pour qu'il garde les yeux ouverts, non seulement pour mes livres, mais pour tous les autres livres qu'il va lire. Para que no sea tan confiado. Pour qu'il ne fasse pas autant confiance. Y ni tan acomodaticio también. Et ¿no? qu'il ne soit pas aussi accommodant. El lector que aparece en mi novela, que es un lector infiltrado que va leyendo en paralelo y va anotando. Donc le lecteur qui apparaît dans mon roman, qui est une sorte de lecteur infiltré. Es una invitación a que el lector que lee la novela sea ese lector infiltrado y lo sea en mi libro, pero lo sea también en otros libros. C'est une invitation au lecteur de devenir un lecteur infiltré. Porque yo creo que dentro de que la relación autor-lector siempre va a ser una relación desigual. Parce que je pense que la relation auteur-lecteur est toujours inégale. El lector debería ser algo más exigente con el autor en esa relación. Et en fait, le lecteur devrait être plus exigeant vis-à-vis de cette relation avec l'auteur. Oui, Fernando. En mi caso, había además un ajuste de cuentas conmigo mismo. Dans mon cas particulier, il y avait une sorte de règlement de compte avec moi-même. Yo me había propuesto escribir sobre mi infancia en mi ciudad natal, en mi barrio, y mencionar a personas reales en mi novela. Je m'étais proposé d'écrire sur ma propre enfance, sur mon propre quartier et ma vie, et évoquer des personnages réels. En novelas anteriores, a menudo hice vivir a personajes experiencias que yo había tenido. Dans mes romans antérieurs, je faisais vivre à mes personnages des expériences que moi-même j'avais vécues. Es decir, que me había escondido en diferentes libros detrás de personajes. Je m'étais cachée dans plusieurs livres derrière la facette de personnages. Esta es una contradicción que me crea una gran insatisfacción. C'était une contradiction qui m'a créé de grandes insatisfactions. Es decir, yo trato de describir el mundo que he conocido, las personas con las que he convivido, y sin embargo me ausento del texto. Parce que j'essayais d'écrire les gens que j'avais connus, les expériences que j'avais vécues, mais sans m'évoquer directement. Que por cierto, me han preguntado en infinidad de ocasiones si mis novelas son autobiográficas. Es una pregunta de las más convencionales que hay. Je me suis demandé beaucoup de fois si mes romans n'étaient pas autobiographiques, donc c'est une des questions qui reviennent souvent. Y dentro de mí esa pregunta ha sido incómoda siempre. Et ça a toujours été une question inconfortable pour moi. Pero yo sé que el lector no es capaz de discernir lo que ha sido vivido previamente por el autor y lo que no. Parce que pour le lecteur, c'est très difficile de distinguer ce qui a été vécu par l'auteur et ce qui ne l'est pas. Y me pareció poco honrado, incluso cobarde, exponer en público escenas, episodios, parlamentos de personas que existieron realmente y yo permanecer escondido. Et ça me paraissait un peu presque lâche de faire parler des personnages, leur faire les dévoiler sans moi-même me faire vivre ça aussi, expérimenter ça. Claro que uno corre el peligro
de hablar demasiado bien de uno mismo. Et il y avait le danger de parler un peu trop bien de moi-même. Y de hecho en mi novela quedo bastante mal. No solo, o sea, quedo bastante mal como persona, ¿no? Et dans mes romans, je me présente assez mal comme personnage. Es la primera vez en mi vida en que me abro como una ventana a lectores a los que no conozco. C'est la première fois que j'ouvrais une espèce de fenêtre sur moi-même à tous ceux que je ne connaissais pas. Il y a cette citation, Isaac Rosa, en ouverture de votre deuxième chapitre, une phrase en exergue de Carlos Castilla del Pino. « Tout mortel a besoin de fiction pour se défendre ». Je vais vous poser une question à ce sujet, mais je vais tout d'abord demander à Fabienne de nous lire un extrait du roman d'Isaac Rosa, encore un fichu roman sur la guerre d'Espagne. Gonzalo Mariñas était un connard. Il a été un connard toute sa vie et il en restera certainement un, quel que soit l'endroit où il a échoué après sa mort. Au fin fond de l'enfer, avec un peu de chance. L'homme parlait sans cesser de travailler, clouant la semelle d'une botte en cuir. Assis sur une petite caisse, courbé sur sa tâche, il était encadré par les murs bas de son atelier, une sorte de cave en briques située en entresol, au niveau de la rue, et semblait prisonnier de sa cellule. Un connard. Sinon, dites-moi comment vous appelleriez un fils de pute comme Gonzalo Mariñas, qui a abandonné son propre frère alors qu'il aurait pu le sauver. Vous ne le saviez pas, non? Vous dites que vous enquêtez sur ce bâtard, mais vous n'êtes même pas au courant d'une de ses pires saloperies. Il a vendu son frère, il l'a renié, au lieu de le sauver quand il aurait pu le faire. Fils de pute. Aujourd'hui, on raconte toutes sortes de choses sur lui. La presse parle des saletés qu'il a faites. Je lis le journal de temps en temps, des vieux numéros que je trouve sur un banc de la Plaza Nueva. C'est comme ça que j'ai appris ce qu'on disait de lui, tous les méfaits qu'il a commis. Mais personne ne parle de l'histoire de mon père, qui était son frère. Personne ne parle de son plus grand crime, avoir trahi son propre sang. Qu'est-ce que vous dites de ça? Il aurait pu sauver mon père. Il tenait sa vie entre ses mains, mais il a refusé. Peut-être que ça n'aurait servi à rien s'il l'avait sauvé à ce moment-là, car mon père était têtu, il aurait continué à se battre jusqu'à ce qu'il le tue. Il n'aurait pas baissé les armes, vu la boucherie que ces chiens ont faite par ici. Mais non, Gonzalo n'a même pas essayé, pour ne pas se compromettre. Mon père avait été fait prisonnier quelques jours avant le 18 juillet. Vous savez que les rebelles ont très vite pris Séville. Mon père et ceux du parti ont résisté 3 jours à Triana, jusqu'à l'arrivée des troupes d'Afrique qui saccagèrent le quartier. Ça a été un massacre. Les légionnaires tuaient des hommes dès qu'ils les prenaient, parfois même avec la baïonnette du fusil pour économiser des munitions, et laisser les corps sur les trottoirs pour que tous les voient et aient peur. Imaginez, en plein mois de juillet, à Séville, à quelle vitesse un cadavre se décompose. Mais mon père avait été fait prisonnier. Il était vivant parce qu'il avait des responsabilités dans la section provinciale du parti. J'ignore si vous le saviez. Ils le gardèrent pour le fusiller le lendemain, avec beaucoup d'autres qu'ils avaient arrêtés. Des élus municipaux, un député, des membres du parti et des syndicalistes, tous ceux qui étaient rouges, ou semblaient l'être. Au petit matin du lendemain, ils le fusillèrent, sans pitié, et sans que son frère Gonzalo ait bougé un doigt pour le sauver. Gonzalo Mariñas savait-il que son frère était prisonnier et allait être fusillé, demandai-je en levant à peine la voix. Bien sûr qu'il le savait. Ce sale con était à Séville plusieurs jours déjà avant le soulèvement. Il connaissait la date, j'imagine, puisqu'il faisait partie de ceux qui ont donné de l'argent ou tout ce dont le coup d'État militaire avait besoin. Il ne devait pas se sentir très en sécurité à la campagne, sur ses terres, et il s'était donc installé ici, à Séville, chez un señorito de ses amis, le fils des Luc, une des familles d'industriels les plus anciennes de la ville. Quand ils ont arrêté mon père,
quelqu'un parmi les militaires ou les phalangistes locaux, l'un ou l'autre dignitaire facho, a lu le nom de Mariñas sur la liste des prisonniers et s'est précipité chez Gonzalo avant qu'on puisse faire du tort à un des leurs, un des plus fidèles. Mais il a nié. Vous pouvez être sûr qu'il a nié. Oh, j'imagine la situation. Regarde cette liste, a dû dire le nouveau venu. Parmi les prisonniers qu'on va fusiller demain, il y a un Mariñas, Alonso Mariñas. J'ai pensé que c'était peut-être un parent à toi, auquel cas on le retirerait de la liste. Non, il n'est pas de la famille, c'est sûrement une coïncidence. C'est bien ce que je pensais, mais je voulais en être sûre, aura dit l'autre à voix basse, avant de sourire, détendu. Et c'est ce que je pensais, renforcerait Gonzalo dans ses convictions, dans le rejet de son frère, car à cette période, Gonzalo occupait une excellente situation. Les années suivantes l'ont confirmé, grâce aux faveurs dont il a bénéficié, facturant avec les intérêts sa générosité à l'égard des fascistes. Il a dû se dire que s'il intervenait en faveur de son frère, sa position serait mise en danger et il courait le risque de perdre son pouvoir. Je vais vous donner le micro tout de suite. Je veux juste revenir sur la citation que je lisais avant que Fabienne lise cet extrait. Tout mortel a besoin de fiction pour se défendre. La question que je voulais vous poser, Isaac, c'est qui, quand vous mettez ça au milieu de votre livre, qui est le mortel, l'écrivain ou le lecteur? Es que quería comentar precisamente porque el fragmento que ha leído es de la parte original de mi primera novela. Alors donc je voulais préciser que le fragment qui a été lu appartient à la partie originale, donc mon premier roman. Y entonces el lector de la novela, después de llegar al final de ese capítulo en el que le han hablado de la represión durante los primeros días de la guerra civil. Donc le lecteur, quand il arrive à la fin du chapitre, on a parlé de la répression à la fin de la guerre civile. Se encuentra una nota al final del capítulo en el que ese lector infiltrado del que hablaba antes, que es el autor en realidad, cuestiona todo lo que ha leído hasta ese momento. Donc il trouve une note à la fin du chapitre écrite par le lecteur infiltré. Cuestiona lo que ha leído hasta ese momento. Qui remet en question ce qu'il vient de lire. Y eso, por eso hablaba yo antes de la figura del lector, porque eso al final acaba siendo una forma de violencia del autor con el lector, en esa relación. Je parlais de la figure du lecteur parce que c'est une sorte de violence, une forme de violence qu'exerce l'auteur envers le lecteur. Porque lo que estás criticando en el fondo ya no es solo la novela original o lo que escribió aquel autor, sino cómo la has leído tú ahora. Parce que en fait, la critique, c'est pas tellement par rapport à ce qui a été écrit, mais lo que estoy criticando yo en el libro es cómo este lector que acaba de coger el libro la acaba de leer. Oui, ce que je critique, c'est la façon dont le lecteur lit ce qu'il vient de lire, en fait. Entonces, impugnar la lectura, impugnar el ejercicio de lectura que acaba de hacer un lector es una forma de violencia, como digo. Donc en fait, critiquer cette forme de lecture, comme je disais, c'est une façon d'exercer une certaine violence. Es una forma de incomodar al lector, porque los autores tenemos tendencia a agradar al lector, ¿no? Habituellement, l'auteur a tendance à être reconnaissant envers le lecteur, et là, c'est tout le contraire, en fait. Y a mí lo que me interesaba en este libro, y también en mi libro anterior, en el Vano ayer, que en Francia se llamó la Mémoire vaine. Donc ce qui m'intéressait dans ce roman et dans le précédent, qui en français s'intitule La Mémoire vaine, era ofrecer al lector un fragmento de texto agradable al que se puede abandonar uno leyendo a gusto. Donc je voulais offrir au lecteur un fragment agréable auquel il pouvait s'abandonner. Para la vuelta de la página, sacudirle de los hombros y decirle, pero ¿cómo has podido leer esto y dejarte llevar así? Et pour pouvoir le secouer en tournant la page, en lui disant, mais comment est-ce que tu as pu lire ça? Y eso para mí supuso un problema al publicar este libro. Alors pour moi, la publication de ce roman a supposé un problème. Porque mi libro original de años atrás, el que yo publiqué con 20 años, había tenido lectores. Parce que mon roman original, celui que j'avais publié 20 ans plus tôt, avait eu des lecteurs. Incluso había tenido alguna crítica positiva. Il avait même eu des critiques favorables.
Y cuando años después yo someto a esa autocrítica a mi libro, lo que estoy criticando es también la lectura que hicieron aquellos lectores. Et donc, quand des années plus tard, je soumets mon livre à une critique, ça revient à remettre en question ce qui a été lu et bien favorablement critiqué des années auparavant. Y de hecho puse en riesgo mi amistad con lectores cercanos que en su día disfrutaron el libro y que ahora se sentían impugnados como lectores. Donc en fait, j'ai mis en péril l'amitié que j'avais pu susciter chez les lecteurs en les remettant en question. Porque decir ahora, años después, que el libro era malo, es una forma de decir que los lectores erais malos también. Parce que dire des années plus tard que le livre était mauvais, c'était également dire que les lecteurs étaient mauvais. J'ai une question pour Fernando, vous faire réagir à une phrase qu'écrit Isaac dans son roman. Il estime qu'il ne faut, c'est le lecteur infiltré qui écrit cette phrase. Il dit qu'il ne faut pas être plaisant quand on parle de la guerre. Vous, votre roman évoque la période de l'ETA, mais est-ce que vous êtes d'accord avec cette posture, cette position de l'écrivain ? Esto de los lectores es como los hijos, ¿no? Es decir, no puede estar uno todo el día acariciándolos. La question des lecteurs est comme celle des enfants, finalement, on ne peut pas les caresser dans le sens du poil tous les jours. Yo tengo un gran respeto a los lectores, aunque no los conozco, los tengo presentes siempre. O sea, yo tengo presente que mi texto va a ser leído. Eso determina mi trabajo totalmente. J'ai un grand respect pour le lecteur et toujours dans mon processus d'écriture, je prends en compte qu'il y a un lecteur en aval et j'ai beaucoup de respect, je le prends toujours en considération. Alors, mi trabajo no es dar cucharadas de literatura a los lectores. Mon travail ne consiste pas à donner des petits pots aux lecteurs à la cuillère. Y aspiro a tener lectores que sean cómplices de mi manera de trabajar, de ver las cosas. Et je veux des lecteurs qui soient complices de la manière dont je travaille et de mon écriture. Y así me va, me leen 4. Ça me va, je les ai trouvés. Creo que predominan los lectores cómodos. Es decir, los lectores que se conforman con un entretenimiento, con libros fáciles, lo cual me parece legítimo. Je crois que les lecteurs aiment être à l'aise, dans une position confortable. No es el lector al que yo aspiro a llegar. C'est pas le lecteur que moi je désire. Y me gusta ser un poco incómodo con el lector. Et j'aime bien être un peu secouer un peu le lecteur. Sacarlo de su pasividad. Le tirer de sa passivité. Y de hecho mi novela es una falsa novela. Es una novela que consiste en los materiales para hacer una novela. Et mon roman n'est pas un faux roman, c'est un roman qui est constitué des matériaux qui constituent le roman. Esto obliga al lector a hacerse su novela. Et ce qui oblige donc le lecteur à élaborer son propre roman. ¿Cómo hice yo esto? Bueno, recurro a un informante que me cuenta sus vivencias de infancia. Je me sers donc d'une information d'un informateur oui, qui me donne des informations sur son lieu où il vivait pendant son enfance. Ses souvenirs d'enfance. Oui. Y entre voy a decir, entre un capítulo y otro, yo intervengo como novelista, comento lo que me dice el informante. Et d'un chapitre à l'autre, j'interviens moi comme romancier et je commente ce que me dit l'informateur. Lo critico y hago una serie de reflexiones que cuestionan algo que es muy importante, que es la veracidad del relato. Et j'émets des critiques et je me pose la question principale qui est celle de la véracité du récit. Y en algún momento llegó a afirmar que sería capaz de traicionar la verdad del informante si haciéndolo así, si traicionándolo, si introduciendo cambios, me saliera una página mejor. Et des fois, je pense à trahir peut-être le texte, le récit de l'informateur, mais ce qui donnerait un récit meilleur au point de vue narratif. Claro, esto para el posible lector es como romperle la magia del
truco narrativo. Et pour un lecteur hypothétique, c'est comme lui dérober la magie de la fiction. José Luis, quand vous entendez ces différents procédés d'écrivain, est-ce que vous pensez qu'il est légitime de se poser la question de la responsabilité de l'écrivain ? Surtout quand on aborde des sujets aussi importants et graves que vous trois. Bem, há pouco estávamos a falar de como o autor é uma figura implícita no texto. Ou seja, ele pode estar mais ou menos visível, mas ele existe. Ele está implícito. Tout à l'heure, on parlait de la façon dont l'auteur peut être plus ou moins implicite dans le texte, mais il est plus ou moins visible dans le texte, mais en fait, il est implicite dans le texte. Até ao momento, ainda não há textos que se escrevam a eles próprios. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore trouvé le moyen de faire des textes qui s'écrivent eux-mêmes. Eu identifico-me muito com o que o Fernando disse acerca da ideia do leitor. Je m'identifie beaucoup avec l'idée que Fernando a manifestée sur l'auteur. Lecteur. Sur le lecteur, pardon. Para mim, não faz sentido escrever um texto e saber que o vou publicar ignorando o leitor. Ça ne fait pas, pour moi, ça n'a pas de sens d'écrire un texte et de le publier sans m'adresser à un lecteur, sans qu'il y ait un lecteur. Publicar é tornar público. Tornar público é tornar acessível ao leitor. Publier, c'est rendre public, mais c'est aussi rendre accessible au lecteur. Quando eu escrevo para mim, esses textos são ininteligíveis para outros. Quand j'écris pour moi-même, mes textes sont obscurs pour les autres, ne sont pas accessibles aux autres. Eu não preciso de construir um texto que dê voz a tudo aquilo que eu já sei. Je ne conçois pas d'écrire un texte qui donne simplement voix à tout ce que je sais déjà. Por isso, quando eu escrevo para mim, eu faço listas, eu escrevo palavras soltas e eu sei o que está lá. C'est pour ça que quand j'écris pour moi-même, je fais des listes, je dispose des mots, mais je sais ce qu'il y a dans ces mots et dans ces listes. Escrever um texto ou escrever um romance é um compromisso nessa relação que existe entre o autor e o leitor. Et écrire un roman, c'est un compromis entre cette relation, entre le lecteur et l'auteur. Nessa medida, existe uma grande responsabilidade no ato de escrever e publicar. Et ça donne une grande responsabilité à l'acte d'écrire et de publier. Porque pressupõe que nós estejamos aqui a dizer: vejam, vale a pena passarem X horas da vossa vida a lerem isto. Donc ça veut dire qu'on est là, ça revient à dire, être ici et dire, ça vaut le coup de passer X heures devant un texte de votre vie. Hein? Je peux. Não, o que eu quero dizer é que o que eu quero dizer é que eu não vos conheço. É a primeira vez que nos estamos a ver. Oui, c'est-à-dire, moi je vous connais pas. C'est la première fois qu'on se voit. E no entanto, eu tenho ali um romance e eu gostava de vos dizer: vale a pena lerem este romance. Et cependant, j'ai là un roman et j'aimerais bien vous dire que ça vaut le coup de le lire. E isso é estar a dispor de horas da vossa vida. Et cela, ça présuppose être en train de disposer d'un certain nombre d'heures de votre vie. E eu não vos conheço. Et pourtant, je ne vous connais pas. Por isso,
é uma grande responsabilidade fazer esta afirmação. Donc ça suppose une grande responsabilité, c'est prendre une grande responsabilité que de faire cette affirmation. Se eu tiver alguma consciência. Si j'ai un peu de conscience. Nessa medida, ainda há um outro aspecto, que é existem séculos de livros que foram escritos antes do meu. Et il y a encore une autre contrainte, c'est que ça fait des siècles qu'on écrit et qu'il y a des romans qui ont été publiés avant le mien. E que ainda são contemporâneos. Et qui sont pourtant des contemporains encore. Que são ainda contemporâneos, porque ainda os podem encontrar na livraria e na biblioteca. Car vous pouvez encore aller les acheter en librairie ou les trouver en bibliothèque. Por isso eu acho também que fazer livros que de alguma forma proponham um jogo e proponham uma subversão. Donc, écrire des livres qui se posent en jeu une subversion é reflexo da ambição de fazer algo que nunca foi feito. C'est le réflexe, cela veut dire avoir l'ambition de faire quelque chose qui n'a jamais été fait. De acrescentar alguma coisa a todo esse património que já existe. De rajouter quelque chose à tout ce patrimoine qui existe déjà. Porque essa é a responsabilidade. Parce que c'est ça la responsabilité. E para fazer isso em consciência, creio que tem de existir uma grande convicção. Et pour faire cela en conscience, il doit y avoir une grande conviction, un grand pouvoir de conviction. E acreditar que aquilo que se construiu e que se está a dar ao leitor é positivo para ele. Et être bien convaincu que ce qu'on est en train de donner au lecteur est positif pour lui. Mesmo que não seja só agradável. Às vezes pode provocá-lo, pode perturbá-lo. Même si ce n'est pas toujours agréable et que ça peut éventuellement le provoquer, le déranger. Alors avant de consacrer quelques heures de votre vie à la lecture de livres, je vous propose d'en écouter un extrait. Ça va durer quelques minutes seulement. « 1948. La mère posa le livre entre les mains de son fils. Quel mystère! Le garçon ne pouvait imaginer à quoi servait l'objet qu'il tenait. Il eut l'idée de le renifler, mais la porte du potager était ouverte, la lumière entrait, il y avait beaucoup de vie là-dehors. Le garçon avait 6 ans. Son attention lui échappa, il fut distrait, mais ne se désintéressa pas complètement du livre. Il se borna à cesser de l'interroger en tant qu'objet en soi et se mit à le questionner de façon beaucoup plus abstraite, en tant qu'intention, en tant qu'ombre d'un acte. La mère prononça le prénom de son fils, Ilidio. Et à ce moment, le garçon, Ilidio, s'efforçait d'imaginer la volonté de sa mère, ce qu'elle avait en tête en lui confiant ce livre, qui était trop grand pour ses mains mais pas trop lourd. La mère prononça de nouveau le prénom de son fils, Ilidio, et les couleurs de son visage se redéfinirent devant lui. Écoute. Sa mère allait dire quelque chose d'important. C'était une femme qui parlait et riait beaucoup. Ilidio l'appelait quand il voulait lui montrer quelque chose, et elle regardait mais sans cesser de rire ou de parler. Mais cette fois, sa mère disait les mots un à un, comme si elle ne pouvait en prononcer que peu et devait bien les choisir. Il y avait trop de silence. Ilidio le sentait, mais ne disposait pas des mots pour se le dire à lui-même. C'était quelque chose qu'il sentait comme le changement de l'heure, en été ou en hiver, comme les changements de la semaine, le samedi ou le jeudi, et beaucoup d'autres choses qu'il sentait sans les connaître. Ilidio attendait. Il avait 6 ans, il était paisible. Sa mère dit «
n'oublie jamais. Ilidio pensa au train. La raison pour penser au train n'était pas évidente. À vrai dire, il n'y avait pas moyen de la connaître. Il pensa au train, au brillant des trains, mais ce qu'il sentit vraiment fut l'incompréhension. Elle avait la forme d'un nuage. C'était une incompréhension toute fraîche, comme des gouttes d'eau qui se dissolvent sur la peau d'un visage. La mère savait ce qu'elle avait à faire. Elle avait été convaincue par la voix qu'elle avait quand elle parlait toute seule. Et par la vie, bien sûr. La mère parlait aussi avec la vie. Elle ferma la porte du potager, posa la clé sur la table vide, entra dans sa chambre. Le son du tiroir vide de la commode qui s'ouvrait et se refermait. Ressortit de la chambre, prit sa valise, fit 3 pas, tap, 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 et ouvrit la porte. Allons-y. Ilidio se leva de sa chaise, la poussa contre la cheminée éteinte, glissa le livre sous son bras, prit sa valise, et ils sortirent. Ils descendirent la pente lentement, posant un pied sur une pierre, puis une autre. La mère et le fils, chargés chacun d'une valise et portant leurs vêtements les plus neufs, se maintenaient l'un l'autre en équilibre. Du haut de la colline, on voyait le bourg à quelque distance, et tout au fond, l'étendue des champs. Peut-être y avait-il aussi des oiseaux qui, en ce même lieu, ouvraient à peine leurs ailes et de plaine en plaine se laissaient glisser jusqu'à l'horizon. La mère et le fils ne pouvaient pas, ils étaient prisonniers de leurs chaussures serrées. Ils arrivèrent au point où le mur de la maison de Donna Milou formait un angle qui marquait le début de la descente vers la fontaine, et continuèrent leur chemin. La mère posa sa valise et s'accroupit pour être à la hauteur d'Ilidio. Il ne manquait pas d'élégance, son corps de femme jeune plié dans ses vêtements sombres. La mère avait les sourcils fins. Elle rajusta le col de la chemise de son fils. Comme si ses mains étaient des brosses, elle frotta le manteau du garçon pour le nettoyer d'une poussière inexistante. Elle lui prit sa petite valise et la posa sur le banc de pierre à côté de la fontaine. Elle lui prit le livre qu'il tenait sous son bras et le posa sur la valise. En le saisissant aux épaules, une fois encore, elle le regarda en silence. Le silence passa. La mère eut de nouveau sa voix. « Reste ici, ne t'éloigne pas. » Ilidio était capable de comprendre les ordres simples de sa mère et de leur obéir. « Attends ici. » Il ne répondit pas. Il voulait voir ce qui allait se passer. Au cours de la dernière semaine, la mère avait été sérieuse et sans parole, et Ilidio n'y avait rien compris. À côté de lui, l'eau de la fontaine. Les yeux de la mère fixèrent ceux de son fils jusqu'au moment où son corps se tourna et s'éloigna, reprenant le chemin par lequel ils étaient venus. Ilidio pensait à quelque chose, peut-être aux oiseaux qui se glissaient dans les feuilles du lierre couvrant le haut du mur de Donna Milou en face de lui, des oiseaux de printemps. Ailes et feuilles mêlées. Il ne tendit pas l'oreille pour écouter les pas de sa mère, toujours plus lointains, jusqu'à n'être plus qu'un reste de son. L'instinct, rien d'autre. Quand il lui sembla que beaucoup de temps s'était déjà écoulé, sans bouger les pieds, les mains dans le dos, il pencha le buste en avant pour apercevoir sa mère, là-bas, tout au fond, qui s'éloignait. C'était sa mère. Et puis elle disparaissait. Elle avait tourné le coin de la rue. Le corps d'Ilidio reprit sa posture initiale. Au loin, sur la place, les cloches de l'église sonnèrent
7 heures du soir. Merci pour cet extrait, Fabienne. J'ai une question à vous poser, Fernando, et puis après, si vous voulez y répondre, Isaac aussi. Juste avant la lecture, José-Louise parlait de la responsabilité de l'écrivain vis-à-vis notamment des siècles, des millénaires de littérature qui nous précèdent, qui vous précèdent. Est-ce que la responsabilité pour vous, c'est aussi de trouver un autre moyen d'écrire, une autre façon de raconter? Je ne sais pas qui veut répondre en premier, Fernando, vous voulez? No sé si he entendido bien la pregunta, pero la responsabilidad del escritor es múltiple, yo la acepto voluntariamente. Et la responsabilité de l'auteur est multiple et je l'accepte volontairement. Es cierto que hay una responsabilidad directa con el destinatario de nuestros textos. Il y a une responsabilité directe avec le destinataire du texte. Que ha invertido un dinero en la compra del libro, a no ser que lo haya pirateado. Le lecteur a dépensé de l'argent pour lire nos textes, à moins qu'il ne les ait piratés. Y que efectivamente dedica un tiempo de su vida a leer el libro que se le ha ofrecido. Et il passe en effet une bonne partie de son temps à lire ce livre qu'il s'est offert. Esta responsabilidad para mí se define en el hecho de que yo doy lo mejor de mí. Es decir, yo trabajo con el deseo de llegar a un resultado valioso. Cette responsabilité se contient pour moi dans le fait que j'essaye de donner le meilleur de moi et que je m'implique le mieux possible dans mon travail. Otra cosa es que no lo consiga, pero la idea del trabajo bien hecho está presente en todo momento mientras escribo. L'idéal du travail bien fait est présent dans tous les moments dans lesquels j'écris. Hay otro tipo de responsabilidades que también me parecen muy importantes y que tienen que ver con el contenido de lo que uno transmite. Il y a d'autres types de responsabilités qui sont aussi très importantes et qui sont dans le contenu justement de l'écrit. No podemos olvidar que también transmitimos ideas. On ne peut pas oublier qu'on transmet aussi des idées. Y por tanto intervenimos en la conciencia de aquellos que nos leen. Et on joue un rôle pour la conscience qui nous lie. Que no es lo mismo llamar a la violencia o mofarse, reírse de víctimas que transmitir, no sé, una serie de valores, hacer una crítica de situaciones injustas. Et on peut autant se moquer, faire une critique, mais aussi se moquer mais aussi bien faire une critique d'injustice. Esta responsabilidad que se apoya en criterios morales es muy importante para mí. Cette responsabilité qui s'appuie sur des critères moraux est très importante pour moi. Por tanto, soy responsable de la calidad del trabajo y de la calidad del mensaje que transmito. Je suis responsable autant de la qualité du travail que de la qualité du message que je porte. Isaac. Sí, responsabilidad es un término que forma parte de mi vocabulario como autor. En tant qu'auteur, le terme de responsabilité fait partie de mon vocabulaire. En los dos sentidos que hemos puesto sobre la mesa, ¿no? Responsable con el autor, donc con el lector, perdón. Les deux sens qui ont été évoqués, la responsabilité vis-à-vis du lecteur. Pero también ese sentido de responsabilidad ciudadana de la que hablaba Fernando y que es, yo creo que siempre está presente, pero sobre todo cuando uno decide escribir sobre la guerra civil, sobre víctimas de ETA o sobre la historia reciente de Portugal. Mais aussi la responsabilité citoyenne dont parlait Fernando, qu'il s'agisse de parler de la guerre civile, de las víctimas de ETA, des victimes de ETA o de la historia reciente ou de l'histoire récente du Portugal. Lo que pasa es que cuando uno dice que es un escritor responsable, le miran mal, ¿no? Mais ce qu'il y a, c'est que quand on dit qu'on est un écrivain responsable, on est mal vu. En literatura y en arte en general, lo que está prestigiado, lo que tiene prestigio es ser un irresponsable, ¿no? Donc en fait, ce qu'on valorise plutôt dans la littérature et dans l'art, c'est plutôt d'être irresponsable. Pero yo entiendo la responsabilidad en el sentido de ser consciente de que
lo que tú escribes tiene consecuencias. Mais pour moi, responsabilité, ça veut dire avoir conscience de ce qu'on écrit a des conséquences. Y asumir esas consecuencias para el lector y para la sociedad en la que interviene tu libro. Et donc il faut assumer ces responsabilités vis-à-vis du lecteur et de la société. A mí cuando me preguntan, que es una pregunta recurrente también, porque en mi caso mis libros tienen un contenido político. Et donc on pose souvent la question parce que j'écris des livres qui ont un contenu politique. Cuando me preguntan si soy un escritor comprometido, usando la terminología clásica. Donc pour utiliser la terminologie classique, si on me demande, quand on me demande si je suis un écrivain engagé. Yo suelo responder que más que un escritor comprometido soy un escritor responsable. Je réponds que plus qu'un auteur engagé, je suis un auteur responsable. Porque en este sentido de responsabilidad ciudadana de la que hablábamos antes, parce que dans ce sens de littérature citoyenne, de responsabilité citoyenne dont nous parlions tout à l'heure, que es la responsabilidad de quien, como estamos haciendo hoy nosotros, toma la palabra en público y los demás le escuchan. C'est la responsabilité de celui qui fait, comme nous faisons en ce moment, de prendre la parole en public et d'être écouté. Y eso en el fondo es publicar un libro, tomar la palabra en público. Et c'est ça, publier un livre, c'est prendre la parole en public. Pues en ese sentido de responsabilidad ciudadana, el compromiso es algo que uno elige. Donc dans ce sens de responsabilité citoyenne, c'est une chose que l'on choisit. L'engagement est une el compromiso lo puede elegir. Uno puede comprometerse o no comprometerse y decidir con qué se compromete. Donc on peut choisir de s'engager ou pas et de choisir sur quoi on s'engage. Mientras que la responsabilidad no se elige. Alors que la responsabilité ne se choisit pas. La responsabilidad está ahí. Cuando tú llegas al libro, cuando comienzas a escribir, la responsabilidad está ahí. Puedes evitarla y ser irresponsable, pero está ahí. Donc la responsabilité est là quand on commence à écrire. On peut choisir de la suivre ou pas, mais elle est là. Y yo creo que eso debería ser parte también de la responsabilidad del lector. Et je pense que ça devrait aussi faire partie de la responsabilité du lecteur. Ser exigente con aquel que habla en público. Être exigeant envers celui qui parle en public. Ser exigente con aquel que ha tomado la palabra que es de todos, la ha tomado durante un momento para que los demás le escuchen. Celui qui a pris la parole qui appartient à tous, qu'il a pris un moment pour que les autres l'écoutent. Y yo espero de los lectores ese ejercicio, como digo, de exigencia hacia mí como autor. Moi, j'attends du lecteur cet exercice de responsabilité, d'exigence du lecteur vis-à-vis de moi. C'est peut-être intéressant que nous terminions, que nous achevions cette rencontre sur la responsabilité du lecteur. Finalement, José Luis, vous avez parlé de votre responsabilité. Qu'en est-il, selon vous, de la responsabilité de vos lecteurs, justement ? É sobre a responsabilidade dos leitores. Dos leitores. Eu acho que a principal responsabilidade dos leitores é ler. La principale responsabilité des lecteurs, c'est lire. E isso não é pouco, não é pouco. Et ce n'est pas une toute petite chose. Porque ler é interpretar, é interiorizar, é confrontar, é relacionar, é pensar. Car lire, c'est intérioriser, c'est réfléchir, c'est relacionar, faire des rapports entre des choses. É pensar. C'est penser. E pensar, eu acho que é sempre positivo. Et penser, c'est toujours positif. Eu acredito na leitura em si mesma. Je crois à la lecture par elle-même. Eu creio que a leitura é um ato nos nossos dias positivo e alternativo e que confronta os valores da sociedade em que vivemos. Je crois que la lecture est aujourd'hui quelque chose de positif, d'alternatif et qui confronte les problèmes d'aujourd'hui. Os valores, les valeurs mais agressivos da sociedade em que vivemos. Les valeurs les plus agressives, qui confrontent les valeurs les plus agressives de la société dans laquelle nous vivons. Ler é, de uma certa forma, modo também de nos relacionarmos com o tempo. C'est aussi lire, c'est aussi une façon d'entrer en relation avec le temps. E que é uma relação completamente diferente daquela que o sistema e que
e que nos pressionam para ter. Et qui est une relation tout à fait différente de celle que le système nous impose pour lire. Porque ler, muitas vezes, é parar. Ler é... Lire, c'est s'arrêter. Ler, na perspectiva do mercado, ler é não fazer nada. Parce que, alors que dans la perspective du marché, lire, c'est rien faire. E nós, para vivermos, muitas vezes precisamos disso. Precisamos desse não fazer nada, entre aspas. J'interprète. Et pourtant, cet acte de lire, c'est quelque chose d'essentiel pour nous. C'est... Ler muitas vezes, para viver, nós muitas vezes c'est quelque chose de vital. Para viver, muitas vezes nós precisamos desse não fazer nada. Car c'est vital parce que pour vivre, nous avons bien besoin de ce rien faire, en fait. Porque pensar é questionar. Car penser, c'est poser des questions. E questionar é sempre saudável. Et poser des questions, c'est toujours salutaire. É preciso questionar tudo. Il faut poser des questions sur tout. Mettre tout en question. E a responsabilidade do leitor é essa. Et c'est ça la responsabilité du lecteur. E eu também sou um leitor. Et moi, je suis également un lecteur. Eu acho que uma das coisas mais... Eu não sei se entendi bem. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Mas às vezes há coisas muito bonitas que se compreendem quando não se entende bem. Et pourtant, il y a des choses très belles qui se comprennent alors qu'on n'a pas tout à fait compris. E eu pareceu-me compreender há pouco uma ideia que achei maravilhosa. Et j'ai cru comprendre tout à l'heure une idée que j'ai trouvée merveilleuse. Que é a ideia de que não é o autor que é imortal. L'idée que ce n'est pas l'auteur qui est immortel. É o leitor. C'est le lecteur. Eh bien, c'est sur cette belle idée, ce beau constat que s'achève cette rencontre. Merci messieurs, merci mesdames. Bonne journée à vous.